raconte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte le naufrage du Titanic à travers le témoignage d'un jeune rescapé américain de 17 ans qui s'appelle John Thayer. Témoignage que je tire du livre Rescapé du Titanic, édité par Ramsay en 1998. John Thayer, qui n'est pas parvenu à monter à bord d'un canot de sauvetage et qui a fini par sauter à l'eau juste avant que le navire ne sombre. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 10 avril 1912, nous sommes 4 à embarquer sur le Titanic pour sa traversée inaugurale. Mon père, John Borland Thayer, second vice-président des chemins de fer de Pennsylvanie, ma mère, Marianne Longstreth Morris Thayer, sa femme de chambre, Margaret Fleming, et donc moi-même, John Thayer. Nous voyageons tous les 4 en première classe. Ce que j'ai ressenti en montant sur le bateau, un immense sentiment de sécurité. Un remorqueur nous tire jusqu'à l'étroit chenal du port de Southampton. Et maintenant, ça y est, le Titanic est autonome. Il prend un virage à tribord, et pour ça, il utilise son hélice de bâbord. Et là se produit un incident de mauvais augure. Mais ça, on ne le saura que trop tard. L'hélice provoque un gros remous. Un bateau à vapeur américain, le Saint-Paul, qui est amarré à un autre paquebot, se met à tanguer, et soudain, ses amarres se rompent. Et le Saint-Paul se met à dériver, droit sur le Titanic. Et à bonne vitesse. Il va nous heurter. Il est à 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres, 2 mètres. Et là, ouf, des remorqueurs parviennent à le détourner. Nous faisons étape à Cherbourg, en France, puis à Queenstown, près de Cork, en Irlande. Et le mardi 11 avril, à 1h30 du matin, nous nous lançons dans la traversée de l'Atlantique. Le temps est splendide. La statue de la liberté nous attend. J'occupe une cabine de luxe, juste à côté de celle de mes parents, sur le pont C, côté bâbord. J'ai 17 ans. Évidemment, je parcours le bateau de long en large. Le dimanche 14 avril, 4e jour de mer, dès l'aurore, la journée s'annonce magnifique. Je passe la matinée et une partie de l'après-midi à flâner d'un pont à l'autre avec mes parents. On croise l'armateur du Titanic, John Bruce Ismay. Monsieur et Madame Thayer, quel plaisir. Alors, comment se passe le voyage? Parfaitement bien, Monsieur Ismay. On ne peut pas rêver mieux. À tout à l'heure. Nous passons aussi un moment avec Charles Hayes, le président des chemins de fer canadiens. Et puis en fin d'après-midi, je me souviens, nous croisons à nouveau sur le pont Monsieur Ismay. Ah, mes amis, nous allons bientôt croiser la glace. Je viens de recevoir un câble, nous croiserons la glace, je pense, ce soir, vers 9h. Rien d'anormal, hein? Rassurez-vous. À ce moment-là, le temps se met à fraîchir, assez nettement. Et nous rejoignons nos cabines pour nous habiller pour le dîner. Au dîner, mes parents sont invités à une autre table. Et donc je dîne seul, à la nôtre. Et j'en suis au café, quand un homme, la trentaine, m'aborde. Bonjour. Vous êtes seul? Moi aussi, je voyage seul. Je peux m'asseoir? Je me présente. Milton Long. Je suis le fils du juge Charles Long de Springfield, dans le Massachusetts. Et on parle pendant 1 heure environ, tous les deux. Revoyons-nous à l'occasion. D'accord, avec plaisir. Et après, je vais me chercher un manteau, et je sors faire quelques pas sur le pont. Brrr. Il fait beaucoup plus froid que tout à l'heure. C'est une nuit sans lune, avec un ciel limpide, piqueté d'étoiles qui brillent comme des diamants. Une petite brume flotte sur la mer. Je n'ai jamais vu, et je ne verrai jamais plus la mer plus paisible que cette nuit-là. Je rejoins ma cabine vers 11h, et je passe voir mes parents à côté. Papa? Maman? Je me couche. Bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, mon grand. Dans ma cabine, je passe mon pyjama, j'entrouvre le hublot pour prendre un peu d'air frais. La brise est légère. Je tombe de sommeil.
Jusque-là, les nuits précédentes, j'ai très bien dormi. Je remonte ma montre, elle indique minuit moins le quart. Et là, je veux me glisser dans mes draps, et je vacille. Un choc très léger. Et ensuite l'impression que le bateau est dévié par bâbord, écarté par quelque chose. Et d'un coup, les machines s'arrêtent. C'est déroutant, ce calme, ce silence. Et là j'entends des gens qui courent dans les couloirs et des voix étouffées. À un moment, les machines se remettent en route, mais pas comme d'habitude, sans les mêmes vibrations. Et puis elles s'arrêtent à nouveau. Je ne suis pas du tout inquiet, hein. Plutôt excité, en vérité. J'enfile un par-dessus sur mon pyjama et des pantoufles. Papa ? Maman, je vais voir sur le pont ce qui se passe. Écoutez garçon, j'arrive. Hein, je m'habille et j'arrive, je vous rejoins. J'arrive sur le pont. Et il fait un froid glacial. Je fais quelques pas, je regarde par-dessus bord. À l'avant, rien. Rien à signaler, rien qui ressemble à un iceberg. Si des formes sur le pont inférieur. J'apprendrai plus tard que c'était des morceaux de glace. Mon père arrive à son tour, et d'autres comme nous qui veulent savoir ce qui s'est passé. Et là, on croise un membre de l'équipage. On vient de heurter un iceberg. Il est tout près, normalement vous devriez le voir. Il est par là. Mais avec les lumières sur le pont, on ne voit rien. Et pourtant la nuit est claire, hein. Mais on ne le voit pas. Un quart d'heure plus tard, le Titanic se met à pencher à bâbord, tout en s'inclinant vers l'avant. Mais personne ne pense que la situation est sérieuse. Le Titanic est insubmersible. Il est minuit passé. Avec mon père, on quitte le pont et on regagne la coursive et le salon. Autour de nous, les gens ne savent pas quoi penser. Et là, on croise l'armateur Ismay et l'un des officiers, Monsieur Andrews. C'est lui qui lâche le morceau. Si vous voulez mon avis, le bateau ne va pas tenir plus d'1 heure. Et moi, je suis toujours en pyjama sous mon par-dessus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, que tout le monde aille s'habiller et revête un gilet de sauvetage. Vous en trouverez dans vos cabines. Quand on arrive à nos cabines, ma mère et sa femme de chambre sont déjà habillées. J'enfile à la hâte un costume 3 pièces de tweed vert, une surveste de mohair et puis je remets mon manteau. J'attache mon gilet de sauvetage constitué de gros morceaux de liège et par-dessus je mets un imperméable. Et tous ensemble, on court vers le salon du pont A, où il y a déjà beaucoup de monde. Et là je croise mon nouvel ami, Milton Long, avec qui j'ai dîné. « Oh John, est-ce que je peux me joindre à vous ?» Et l'orchestre qui continue de jouer, alors que personne ne l'écoute. On se retrouve tous sur le pont A. À ce moment-là, ma mère aperçoit les feux d'un bateau au large, à bâbord. « Ah, je l'ai vu, j'en suis sûr !» Elle n'est pas la seule, mais moi je n'ai rien vu. C'était les feux de tête de mât du Californian, un bateau vapeur américain. Il ne peut pas ne pas avoir vu les fusées de détresse que lançait le Titanic. Il ne peut pas ne pas avoir entendu le code CQD qu'il diffusait en morse. Mais le capitaine n'a pas appliqué la plus vieille loi de la mer. Porter secours. Il aurait pu sauver 1500 vies humaines. Sur le pont A, l'équipage se met à retirer les bâches des chaloupes. Dans le calme, ils ont l'air de savoir ce qu'ils ont à faire. Il est maintenant 1 heure moins le quart. Le bruit autour est infernal. Les fusées de détresse, la vapeur qui sort des soupapes de sécurité, les gens qui crient, la tension qui monte. Au lieu de rester sur le pont, on décide d'aller sur la coursive, où il fait plus chaud. Toutes les femmes à bâbord! Les femmes à bâbord, allez-y! Bon, eh bien à tout à l'heure. On dit au revoir à ma mère au sommet de l'escalier du pont A. Et on la voit partir vers bâbord avec sa femme de chambre. Et avec mon père, on va à tribord. Et on attend des ordres qui ne viennent pas. Il y a là 4 canots de sauvetage. Mais les hommes de l'équipage n'ont pas commencé à les descendre. On dirait qu'ils attendent des ordres. Et il y a de plus en plus de monde. Les passagers de 2e et de 3e classe viennent d'arriver sur le pont. John, venez avec moi. On va aller voir si votre mère a trouvé un canot de sauvetage. Pour ça, il faut passer par le couloir. Et là, on tombe sur le maître d'hôtel de notre salle à manger. Est-ce que vous avez vu ma femme ? Je viens de la voir. Elle est encore sur le pont.
Il y a un problème avec les canots de bâbord. Comme le bateau penche, eh bien ils penchent eux aussi. Il est impossible de les atteindre. Tout le monde descend vers le pont inférieur, hein? Vous montrez dans les canots là-bas. On descend vers le pont inférieur, tous ensemble, avec ma mère et sa femme de chambre. Et quand on arrive dans le salon du pont B, au moment de passer la porte, des gens se glissent entre nous. Et mon père et ma mère sont emportés par la foule. Et Long et moi, on n'arrive pas à les rattraper. Je n'ai jamais plus revu mon père. Jamais. Il est maintenant 1h25 du matin. L'avant du bateau s'est beaucoup enfoncé. Et l'eau recouvre maintenant toute la proue. Le Titanic ne gîte plus à bâbord, mais légèrement à tribord. L'équipage a commencé à embarquer des passagers dans les canots et à les descendre. Des chaloupes de 60 personnes environ, mais les officiers hésitent à les remplir. Elles sont à 15 mètres de l'eau, ils ont peur que les cordages se rompent. Le premier canot descend avec 12 personnes seulement à bord. Et les suivants avec pas plus de 40 personnes. Et bientôt on les voit, à 500 mètres de nous, qui flottent. Sur le pont, les gens sont assez calmes. J'en vois un avec une bouteille de gin Gordon à la main. Il la vide d'un trait. Les derniers canots sont chargés à ras-bord. Et là, les gens commencent à se bousculer. C'est devenu chacun pour soi. Et je vois Monsieur Ismé, l'armateur, monter de force à bord. 2 stewards du restaurant tentent alors de sauter dans un bateau à partir du pont. Le commissaire de bord leur tire carrément dessus. Il ne les touche pas, hein, mais les 2 sont éjectés du canot. Avec Long, on s'interroge. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, le bateau est en train de plonger vers l'avant. Moi, j'ai peur que si on prend une chaloupe, on n'ait aucune chance d'atteindre l'eau. De toute façon, ils viennent de mettre le dernier canot à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On devrait se jeter à l'eau. C'est notre seule chance. On descend par les cordages qui penchent, et après on nage jusqu'au canot. Non, John, pas ça. L'eau est glacée, moins 2 degrés au moins. On ne survivrait pas. On reste jusqu'à 2h du matin à parler. Si je ne m'en sors pas à Long, et vous, oui, vous pourrez dire à mon père combien je l'aime, mais au fond de moi, je me dis qu'on a une chance. Une chance. Il faut nous tenir à l'écart de cette foule, éviter l'effet de succion que produira le navire quand il sombrera. Il est maintenant près de 2h moins le quart, et le Titanic continue de s'enfoncer vers l'avant de plus en plus vite. L'eau a atteint la passerelle du commandant, elle la recouvre d'une bonne vingtaine de mètres. Et la masse des gens a reculé vers la poupe émergée, une masse humaine hébétée, sans espoir. Le rugissement de la vapeur s'arrête d'un coup, et on entend comme un grondement sourd qui monte des entrailles du Titanic. Et le bateau se met à pencher à l'avant, il s'enfonce, l'eau se précipite vers nous. À ce moment-là, avec Long, on est à la hauteur de la 2e cheminée. Notre idée est de se jeter à l'eau quand le bateau coulera. On se jettera au dernier moment, quand on sera à quelques mètres de l'eau. Et c'est maintenant. Bonne chance, Long. Bonne chance, John. J'enlève mon manteau. Long a déjà grimpé sur le bastingage, et il se laisse descendre le long d'un cordage. Je m'assois sur la rambarde, face au large. Je suis à 3 ou 4 mètres de l'eau. Et je saute. Je saute le plus loin possible. Long, à mon avis, a dû être aspiré vers l'intérieur. Je ne l'ai jamais revu. Alors que moi, j'atteins l'extérieur de l'entonnoir formé par le tourbillon. Le froid est horrible. Je m'enfonce très loin dans l'eau glacée, très loin. Je remonte à la surface. Mes poumons sont en feu. Mais je n'ai pas bu la tasse. Et je me mets à nager le plus loin possible. Je suis à 40 mètres du Titanic. Je nage. Et je vois le paquebot dans une sorte de halo. Et soudain, on dirait qu'il se coupe en deux, en son milieu. La 2e cheminée se soulève dans un nuage d'étincelles, et elle tombe à quoi? 7, 8, 9 mètres de moi. Les remous qu'elle provoque m'entraînent à nouveau vers le fond. Je me débat, je remonte les bras au-dessus de ma tête pour me protéger de tout ce qui pourrait me blesser. Et là, sous mes doigts, je sens quelque chose de doux, de ferme, d'arrondi. Un bateau! Le fond de liège d'un bateau pliable retourné. Et là, je vois 4 ou 5 hommes qui tentent de grimper sur cette coque. J'essaye de me lancer hors de l'eau, mais je suis à bout de force. S'il vous plaît,
S'il vous plaît, quelqu'un peut me donner la main? Quelqu'un me tend la main, et je me retrouve sur le fond retourné de ce bateau, accroupi et en vie, face au Titanic qui est à quoi 20 mètres, le pont regardait légèrement vers notre radeau. Et je voyais les gens agglutinés à l'arrière. Il devait être près de 1500 à s'accrocher par grappes, qui finissaient par tomber au fur et à mesure que les 80 mètres formant l'arrière du bateau se levaient dans le ciel. À ce point, le paquebot sembla faire une pause et rester suspendu comme cela pendant un temps qui me parut durer plusieurs minutes. Pivotant peu à peu sur son axe, il se détourna de nous, comme s'il voulait cacher à nos regards le pont et le monstrueux spectacle qui s'y déroule. Et nous, on a un aviron, mais on est de plus en plus entraîné par cette masse pivotante. Je lève les yeux, on est sous les 3 énormes hélices. Et là, dans un fracas, le paquebot s'enfonce dans l'eau et disparaît. Je ne me souviens pas du tout de ce que nous avons pu dire, crier ou raconter de fou sur notre coque retournée. Mais je me rappelle le soupir qui s'exhala de nos poitrines quand le bateau eut disparu. 1 minute s'écoule dans un silence de mort. Au secours! Au secours, je vous en prie! Au secours! Je les entends crier comme ça pendant 20, 30 minutes. Et puis plus rien. Et aucun des canots à demi remplis qui sont là, je les vois, n'essaye de s'approcher pour leur porter secours. Aucun. Ils ont entendu les cris. Ils n'ont pas bougé. Comment on peut expliquer ça? Nous, on aide un maximum de gens à se hisser sur notre coque retournée. On est 28 maintenant. Je suis à genoux et derrière moi, quelqu'un se tient à mes épaules. Et on chante des cantiques et on récite des prières. Avec nous, sur la coque retournée, il y a Harold Bride, l'un des opérateurs radio du Titanic. Je sais que j'ai réussi à avoir plusieurs bateaux tout à l'heure. Et notamment le Carpathia. C'est un bateau à vapeur. Je lui ai donné notre position. Il va arriver. Patience, il va arriver. Il devrait être là vers 4 heures. Et on devrait voir ses lumières. Il avait raison. Un peu avant 4 heures, on aperçoit à l'horizon les feux de tête de mât du Carpathia. Et on lui fait une ovation. Mais on dirait qu'il fait du surplace. Et puis quand le jour se lève, on le voit s'approcher des canots de sauvetage et hisser les rescapés à bord. Et nous, pendant ce temps-là, on s'enfonce. Vers 6h30, quelqu'un sur la coque trouve un sifflet. Ça y est, les autres canots nous ont vus. Et 2 canots à moitié remplis de femmes s'approchent à coups d'aviron. C'est long. Le premier canot finit par embarquer la moitié d'entre nous, et le second charge le reste du groupe. À ce moment-là, le soleil perce à l'horizon, et je comprends que je vivrai encore. Quand je me hisse à bord du Carpathia, vers 6h30, la première personne que je vois en haut de l'échelle, c'est ma mère. Où est votre père, John? Je l'ai pas revu, maman. Ils m'ont servi du café arrosé de brandy. Je n'avais jamais bu d'alcool. J'ai eu l'impression d'avaler des braises. Et achevé par l'alcool, j'ai dormi jusqu'à midi. J'ai tiré ce récit du livre Rescapé du Titanic, édité par Ramsay. Voilà donc pour ce récit qui est une adaptation en vérité la plus stricte possible du témoignage de ce survivant qui s'appelle John Thayer et que d'ailleurs, je suis avec vous François Caudet, vous êtes ancien officier de marine, membre de l'Association française du Titanic, auteur de plusieurs ouvrages sur ce naufrage dans le dictionnaire du Titanic, que d'ailleurs on appelait Jack. Certains l'appellent Jack, mais lui-même s'appelle John. Alors comme je suis resté fidèle à ce qu'il écrit, je l'ai appelé John. Ben, c'était son prénom de baptême de toute façon. Donc, Mais son père s'appelait John aussi, oui. Et son grand-père aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et son fils aussi, je crois. Également. D'accord. Donc, on l'appelait Jack, mais son vrai prénom était John. Vous connaissez bien sûr ce témoignage de cet adolescent de 17 ans. Ils sont nombreux d'ailleurs à avoir écrit sur ce qui s'est passé après. Parmi les survivants, ils étaient, je crois, 720
Enfin, le chiffre le plus couramment cité, c'est 712. D'accord. Et donc, effectivement, ils sont plusieurs à avoir écrit. Par exemple, le canot retourné là, sur lequel il se trouvait, Oui. les gens ont réussi à rester dessus parce qu'il y avait un des officiers, Charles Lightoller, qui a réussi à les faire tenir en équilibre pendant plus de 2 heures. Sans bouger. Non, en bougeant justement, en oscillant légèrement pour D'accord. compenser les mouvements du canot. Et c'est ça qui les a sauvés. S'il n'y avait pas eu cet officier capable de diriger une vingtaine d'hommes sur la quille, je pense qu'ils auraient fini par chavirer et à se noyer dans l'eau glacée. John Taylor écrit ce récit en 1940, c'est-à-dire 28 ans après avoir été rescapé de cette catastrophe. Est-ce que c'est le signe d'un traumatisme ou au fond le fait qu'il n'avait pas réalisé que ça intéressait les gens? D'après ce que dit son fils, il l'a écrit, il en a tiré 500 exemplaires pour le répandre parmi ses connaissances. Pour Donc, sa famille, quoi. Ouais, je pense qu'on l'avait sollicité en disant ce que tu as vécu, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, donc il l'a fait. Mais il était certainement resté traumatisé par l'événement parce qu'il a quand même perdu son père dans la catastrophe, un jeune homme avec qui il venait de sympathiser. Et puis, malgré tout, il a été frappé lui-même par la perte d'un de ses fils. Et puis, Par la suite, et donc il s'est suicidé. C'est l'accumulation de tout ça qui amène cet homme, 5 ans après avoir écrit son récit, à se suicider. Qu'est devenue la femme de chambre? Il n'en parle plus du tout. Non, mais... Madame Fleming, à votre connaissance? Elle a certainement survécu avec sa maîtresse, mais elle a disparu... du récit. Oui, et peut-être même de leur existence, j'en sais rien. Alors, si on reprend l'histoire au début, il y a d'abord ce que dit John sur ce sentiment de sécurité qu'il ressent lorsqu'il monte sur le bateau à Southampton. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres rescapés? C'est-à-dire ce sentiment, au fond, cette confiance. On est dans une période de grand progrès, on est en 1912, les avions volent depuis pas très longtemps, on a là à bord tout un tas de gens qui sont responsables de compagnies de trains qui se développent sur la planète, et ce bateau gigantesque est là pour témoigner des progrès de la marine, et donc ils sont confiants, quoi. Oui, tout à fait, le bateau était effectivement le plus gros à cette époque, il garderait cette caractéristique jusqu'à l'entrée en service d'un paquebot allemand l'année suivante. Mais il inspirait confiance, il était stable, il était spacieux. Donc, il y a quelques personnes à bord qui avaient une sorte de mauvais pressentiment, mais c'était vraiment la minorité. Oui. C'est d'ailleurs cette confiance, on la retrouve tout autour, enfin en tout cas au tout début des événements, c'est-à-dire après la secousse, après l'événement déclencheur. Personne ne panique en vérité. Il dit, lui, j'ai plus de curiosité, il emploie même le mot « je suis excité ». Oui. Il se passe quelque chose, quoi. Il est vrai que le commandement a cherché à différer l'annonce la plus tragique, enfin la plus inquiétante, et à laisser les passagers se rassembler de façon à ce qu'ils gardent leur calme. Le commandement avait peur d'un vaste mouvement de panique qui aurait compromis le déroulement de l'évacuation. Donc, on comprend. Alors avant de reprendre la route, il y a quand même cet incident que je veux évoquer au départ de Southampton. C'est un événement assez incroyable parce que donc l'hélice gigantesque de bâbord du Titanic provoque un remous qui fait se décrocher quand même un bateau qui est amarré à quai, lequel bateau manque de venir percuter le Titanic qui part pour sa croisière inaugurale. C'est une anecdote ou c'est le signe de quelque chose, ça déjà? Quelques-uns y ont vu un très mauvais présage, effectivement. En dehors du côté magique. Mais techniquement, quand même, il y a un truc qui n'a pas été prévu, là. Non, la raison, c'est qu'effectivement, à cette époque, on maîtrisait assez mal la manœuvre d'un bateau aussi gros. À Southampton, il y avait une grève des mineurs de charbon, ce qui fait qu'il y avait énormément de bateaux qui étaient amarrés dans le port. Donc le Titanic est passé un peu trop près d'un groupe de 2 bateaux et ça a entraîné cet incident qui, si il avait abouti à un abordage, aurait probablement abouti à retarder le départ du paquebot. Alors après donc le premier choc, enfin la petite secousse que ressentent tous les passagers, certains disent qu'ils ont vu un iceberg. Et John lui dit qu'il ne l'a pas vu, que tout le monde lui a dit mais il est là, mais qu'il a ouvert grand les yeux et qu'il ne l'a pas vu. Parmi les rescapés, beaucoup décrivent cet iceberg ou pas? Non, il y en a assez peu qui le décrivent. Il y a quelques hommes de quart qui l'ont vu et quelques passagers qui regardaient par leur hublot à ce moment. Mais au moment des enquêtes, il y a un expert britannique qui a dit que le contact entre l'iceberg et la coque du navire a duré environ moins de 10 secondes.
D'accord. Donc, c'était pas tellement facile de le... Et à ce moment-là, tout le monde était dans sa cabine et Oui, dormait, la plupart, où il se préparait à dormir. Et puis, il y a cette rencontre, donc, qu'ils font sur le pont avec cet officier, monsieur Andrews, qui leur dit, à mon avis, le bateau ne va pas tenir plus d'1 heure. Ça veut dire que, du côté du commandement du Titanic, on comprend tout de suite que le bateau va couler, ça. Oui, alors Andrews n'est pas un officier, c'est l'ingénieur qui a conçu le bateau. Ouais. Ouais. Mais il est là Il avec est le à reste de bord l'équipe. oui. Donc lui, il a tout de suite compris. Ah oui, d'ailleurs, le commandant lui a demandé d'établir quelques calculs pour évaluer justement la durée Combien de temps il allait tenir, pendant laquelle l'eau envahirait le navire. Et à ma connaissance, il ne l'a pas dit à des passagers, mais il l'a dit à des membres de l'équipage que le bateau durerait environ 1h30. John dit qu'il le lui a dit à lui. Enfin, Oui, il l'a dit à son père. Souvent, Andrews a parcouru les groupes et a dit aux gens de mettre des gilets de sauvetage et de ne pas traîner. Donc les gens ont peut-être rajouté ça après à la fin du récit. Oui. C'est une hypothèse. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs exactement? Donc cet iceberg a déchiré la coque sur le côté droit et a déchiré en vérité 4 compartiments étanches, c'est ça? Oui, c'est ça. Successivement 4 compartiments. Parce qu'il plus un 5e qui commençait à être atteint. En fait, le Titanic aurait frappé cet iceberg de face. Il n'y aurait pas eu de problème, il n'aurait pas coulé. Non, il aurait eu de gros dégâts, mais il aurait tenu, oui. Il aurait tenu, mais c'est le fait qu'il ait déchiré latéralement. Latéralement, c'est 4 compartiments. Et probablement un peu en dessous même en dessous de la flottaison. Alors j'ai été très amusé, moi, par la manière dont ce garçon s'habille, alors qu'il s'apprête probablement à mourir, c'est-à-dire qu'il met un costume de tweed vert. il y a un côté complètement décalé. Est-ce que vous savez d'ailleurs dans quelle tenue on a retrouvé les gens et les morts et les survivants? C'était une soirée de gala, ils étaient en tenue de gala ou... Non, alors certains se sont habillés, effectivement, et bien habillés, et d'autres étaient en pyjama ou en chemise de nuit. Et les morts, pareil, on les a retrouvés dans différentes tenues. Puis alors, les tenues n'étaient pas les mêmes en 3e classe qu'en première. Ouais. En première, on était habillés. On est mort dans la dentelle. En général, oui. Et dans la soie. Alors la mise à l'eau des chaloupes, c'est un moment important de cette histoire parce qu'elle se passe dans un désordre absolu. Et il y a donc, il le décrit très bien, ce choix des marins de ne pas charger les chaloupes qui mettent à l'eau, en tout cas les premières. Il dit que les premières partent avec un quart à peine de ce qu'elles pouvaient embarquer comme passagers, parce qu'ils avaient peur, ça c'est quoi? C'est une auto-appréciation de leur part, ils avaient peur que les cordages qui les tenaient et qui permettaient de les descendre à la mer ne tiennent pas le coup. Oui, alors ils avaient peur même que les embarcations plient au milieu. Mais c'est une angoisse personnelle ou ça s'assoit sur quelque chose? C'est une angoisse non fondée parce que les chantiers avaient fait des essais de mise à l'eau de ces canaux avec un plein chargement et ils avaient été conçus de façon à pouvoir être mis à l'eau avec leur chargement de 60 personnes. Et malheureusement, la plupart des membres de l'équipage l'ignoraient. Par ce choix qui est nourri d'angoisse, en fait, il condamne des dizaines de gens à mourir qui auraient pu être sauvés. Oui, tout à fait. Oui, au total, les embarcations pouvaient prendre à peu près 1100 personnes. En revanche, sur un paquebot allemand ou français, il y aurait eu plus de survivants parce qu'il y avait plus de canaux. Ils n'avaient pas prévu, rappelons-le, suffisamment de canaux de sauvetage par rapport au nombre de personnes qui étaient embarquées. Oui, tout à fait. On ne pouvait pas sauver tout le monde. Il y a ce problème aussi de gîte du bateau, ça c'est intéressant. On visualise assez bien en fait dans son récit que le bateau gitant à bâbord, les chaloupes qui balancent au bout de corde s'écartent du pont et on ne peut pas les atteindre. Donc ces canaux sont inutilisables. En tout cas, au tout début. Ils ont été utilisés parce que la gîte était quand même pas très forte. Et ils ont réussi à contrer en utilisant des cordages. En les tirant vers eux. Est-ce que les femmes qui partent donc à bâbord, on a l'impression dans son récit que les femmes sont prioritaires? C'est une vieille histoire, les femmes et les enfants d'abord. Est-ce que dans la catastrophe du Titanic, les femmes ont été une priorité? Oui, certainement. Au point de ne pas remplir complètement des canaux dont on aurait pu compléter la charge avec des hommes. D'accord. Et alors, ça a été inégal. À bâbord, effectivement, les femmes ont été nettement prioritaires. À tribord, il y a eu pas mal d'hommes qu'on a autorisés à monter et qui ont été sauvés comme ça. D'accord. Monsieur Ismay, raconte John, il le voit forcer l'accès à une embarcation, c'est donc l'armateur, c'est lui qui a commandé le Titanic, c'est à lui qu'on doit tout ça, et en vérité, il se sauve avant les passagers. Il en est témoin. Il se sauve dans un des derniers canaux,
Et les témoignages sont contradictoires. Il y en a qui disent qu'il n'a pas forcé sa place. Il restait quelques places et il est monté avec un autre passager. Ça a créé une polémique, ça, après ? Ah oui, énorme, oui. Eastman s'en est jamais remis. Et il a été obligé de démissionner de tous ses mandats dans l'armement. Il a été déshonoré, en vérité. Oui. Il a vécu en reclus en Irlande de l'Ouest jusqu'à sa mort en 1938. Parce que vous qui êtes marin, vous me le confirmez. C'est une règle de base, le commandant parle au dernier. En général, effectivement, c'est ce qui se produit, oui. Oui. Et l'armateur, il aurait pu faire pareil. Oui. Alors, l'épisode du Californian, maintenant. Oui. Donc, il y avait vraiment un bateau à proximité du Titanic au moment où il va sombrer, qui est donc un vapeur américain qui s'appelle le Californian. Il a vu le Titanic, ce bateau, c'est confirmé maintenant. Il a vu les fusées. Il a vu les fusées, voilà. Il a entendu le CQD, qui veut dire « Come quickly, danger ». Non, il ne l'a pas entendu parce que son opérateur radio dormait. D'accord. Il n'avait qu'un opérateur radio et il avait cessé la veille à 23h30. Donc il n'a pas entendu l'appel. Non. Mais il a pu voir... les fusées de très loin. Mais il ne s'est pas approché. Non. Il y a eu une polémique là-dessus ? Oui, tout à fait, parce que d'abord, il y a une polémique sur la distance. Certains estiment qu'il était assez proche, à 5000 marins du Titanic, ce qui n'est pas très loin, et d'autres qu'il était entre 15 et 20 000. Curieusement, cette polémique a duré jusqu'à notre époque, puisqu'en 1990, le bureau d'enquête accident britannique a rouvert l'enquête sur le Titanic et le Californian. D'accord. Et conclut que... Et conclut qu'il était... Alors, ils étaient 3 experts. Un a dit qu'il était très près, à 5000, et les 2 autres ont dit non, il devait être à 15 000. Donc, comme le président de la commission était de ceux qui pensaient qu'il était à 15 000, c'est ce qui a prévalu. Donc, il n'y a pas eu de sanctions au-delà ? Non. Est-ce qu'on sait par d'autres témoignages ce qu'est devenu le père de John, qui s'appelait aussi John ? Alors, il a été vu dans un groupe de gens de son milieu social. Là, ils étaient assez nombreux, des gens aisés de la classe dirigeante américaine, et la plupart ont disparu sans qu'on sache exactement dans quelles circonstances. Il est probablement sur le pont du bateau au moment où John voit le bateau s'enfoncer dans l'eau. Oui, ils sont à l'avant. Alors, John saute à l'eau. Donc, vous confirmez que la température de l'eau, lui, dit moins 2 degrés, c'est l'évaluation qu'il a, lui. Elle était juste ? Elle est négative. Elle est à la température de la glace, ça c'est sûr. Et il réussit néanmoins à nager. Beaucoup de gens sont parvenus à nager dans l'eau froide jusqu'à trouver refuge sur un bateau ? Oui, une 50aine. Dans une eau aussi froide, les chances de survie sont minimes. C'est moins de 20 minutes. Il avait raison, son copain Lang, quand il lui disait « on n'y arrivera pas ». Ouais. Et d'ailleurs, la plupart des morts du Titanic sont morts d'hypothermie. Et puis il y a cette hantise, alors qu'on comprend très bien, c'est marrant parce que c'est cette hantise de succion, comme il dit lui, d'être aspiré par le tourbillon. C'est marrant parce que c'est quelque chose d'assez intuitif, c'est-à-dire que moi-même, la première idée qui me vient, si j'étais sur un bateau qui coule, c'est de ne pas être attiré par ce tourbillon. Oui, ce serait un bon réflexe, effectivement, mais dans le cas du Titanic, il a été très faible. Il n'y a pas eu... Pratiquement pas. Et ce qui a surpris tout le monde, rétrospectivement. John dit qu'il a vu, sur cette coque retournée sur laquelle il est, le Titanic se couper en 2. Alors ça, c'est intéressant parce que il dit qu'il l'a vu, il l'écrit en 1940, mais en vérité, on ne le croit pas. Et on ne croit pas tous ceux qui disent qu'ils ont vu le Titanic se couper en 2. Plusieurs personnes l'ont dit. Oui. Et on ne le croit pas jusqu'à quand ? On ne le croit pas, à mon avis, jusqu'en 1970, puisque ceux qui ont dit qu'il ne s'était pas cassé, c'était des officiers qui ont témoigné dans les commissions d'enquête. Oui. Et on a privilégié leurs témoignages, et il a fallu que l'épave soit redécouverte par Robert Ballard et un bateau de l'Ifremer, pour que, on constate. Dans l'état de l'épave, on constate qu'elle s'était cassée en surface et non pas en touchant le fond. Donc il avait raison. Donc il avait raison. Et il y a plusieurs témoins oculaires dignes de foi, dont lui, qui ont bien vu le bateau se casser. Merci beaucoup François Caudet d'avoir débriefé cette histoire avec nous. Je renvoie vers votre livre paru aux éditions Marine du groupe Ouest France, Dictionnaire du Titanic. Et pour ceux qui voudraient retrouver le texte original de John Thayer, d'où j'ai tiré mon histoire aujourd'hui, sur Internet, cherchez un livre qui s'appelle Rescapé du Titanic, qui comprend aussi un récit d'un autre survivant qui s'appelle le colonel Archibald Gracie, aux éditions Ramsay.